rêve, c'est pas irréalisable, justement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que c'était impossible, ils l'ont fait. C'est extraordinaire. Ça se rapproche vachement au rêve. Un rêve, on le croit impossible, ben non. Donc j'ai réalisé mon rêve, c'est-à-dire remettre un moulin à vent en action et surtout le faire retourner à nouveau comme par le passé, dans le but de nourrir le monde, de nourrir le voisinage comme ça se faisait par le passé. Sous l'influence de Maître Cornille et de sa résistance en fait à l'industrialisation de l'agriculture, j'ai décidé d'être agriculteur meunier bio. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Moi, j'étais très influencé lors de mon enfance par 3-4 points importants. J'ai compris, sûrement par mon enseignement catholique, que le pain, c'était important. Le pain nourrissait le monde. Je trouve ça pas con, c'est pas con du tout, quoi. La deuxième chose qui m'a impressionné, ça, c'est mes parents qui me l'ont transmis. Je dirais pas que j'étais comme tous les autres enfants, hein, j'étais avide de curiosité, mais ça m'a impressionné comme ils étaient sur cet axe d'autonomie. C'est-à-dire que pas besoin d'aller acheter je ne sais quoi à l'étranger pour nourrir ces animaux. Aujourd'hui, je fais une petite parenthèse, on est en train de nous dire qu'on est des pionniers en matière de production agricole. Certes, on est des pionniers, mais on est des pionniers grâce à qui? Grâce aux autres pays qui nous fournissent du soja et qui nous fournissent également du pétrole pour pouvoir le transporter. Et si ces gens-là n'étaient plus là, on ne serait plus des pionniers en agriculture et en élevage. Et puis, lors de mon enfance, j'ai eu ce bonheur de lire les lettres de mon moulin. Alors là, j'ai eu le résumé. J'ai eu le résumé des choses par Maître Cornille, qui était en plein dans ce que j'avais déjà ressenti, moi, un petit peu avant. Et puis j'ai trouvé que c'était cet homme qui se révoltait contre la révolution industrielle, qu'il appelait d'ailleurs l'énergie du diable. Ça, c'est une belle parenthèse face au pain qui lui venait de Dieu. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et Maître Cornille, ça a été le bonhomme qui m'a orienté vers ce que je fais aujourd'hui, quoi. Parce que c'était les bases. Avec ces bases-là, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper, on aura le minimum, remplir son estomac. J'avais donc déjà ces idées-là en tête et on m'a très vite fait comprendre au lycée agricole que si je continuais à m'entêter et à me rebeller contre toute la classe, parce que c'était le cas, souvent j'étais en opposition tout seul contre 80 élèves, qu'on était deux classes de BEPA, que ça ne l'aurait pas fait au niveau de mon examen. Alors, il y a eu un prof un jour qui m'a dit « Jean-Pierre, va falloir changer de cap parce que sinon tu vas te planter à ton examen et tu ne pourras jamais t'installer en tant qu'agriculteur. » Il m'a surtout dit « Après, tu feras ce que tu voudras. » Quand j'ai démarré, il fallait bien démarrer dans le système qui me permettait aussi d'avoir des prêts parce que je serais venu avec mes idées de moulin à vent et d'écraser du blé. Le banquier m'aurait dit « Mais écoute mon petit gars, c'est bien tes idées là, mais moi je ne veux pas te prêter un sou. » quoi, hein. Donc j'ai démarré, je dirais, dans une agriculture conventionnelle, mais très extensive, parce que j'avais ça déjà dans la tête. Et j'avoue que tout en la pratiquant, ça me plaisait parce que je m'adaptais un petit peu à mes idées, mais ça me convenait pas totalement. On ne peut pas continuer à empoisonner le monde avec ces saloperies qu'on balançait sur les céréales, quoi, hein. Bon, j'en balançais très peu, moi, parce que déjà, ça me convenait pas. Mais je pense que ce qui m'a fait dire stop, c'est que je voyais également les gens qui se servaient du monde agricole pour en vivre. Et c'était tellement tordu, c'est-à-dire qu'en plus, on se sert du monde agricole, mais on y met les outils aussi pour que le mec ne s'en sorte pas et qu'il revienne toujours vers celui qui va lui vendre encore plus de produits et qui va le faire rêver peut-être sur des rendements à l'hectare ou sur des rendements de viande. On a vu beaucoup de reportages à la télévision de paysans qui étaient dans l'agriculture conventionnelle, qui ont compris qu'ils se faisaient empoisonner et le jour qu'ils ont voulu changer, ils ont été menacés. Pourquoi est-ce qu'on va menacer des gens qui quittent ce monde de l'agriculture intensive? À la limite, s'il y en a quelques-uns qui s'en vont, ça ne devrait pas déranger ces grosses multinationales. Et ça les dérange. C'est quand même bien quelque chose quand même. C'est qu'ils voient qu'ils vont crever. Donc, tu vois ce que je veux dire?
Donc tout est verrouillé. Et ça, je l'ai compris très vite. Qu'on était là simplement pour se faire pomper le sang, quoi. Et il est arrivé encore de nouvelles normes au niveau de l'élevage qui nous faisaient encore dépenser plus d'argent, c'est-à-dire s'endetter pour peut-être mieux nous maîtriser encore. Et là, j'ai dit non. Là, j'ai dit j'arrête. J'avais déjà pas mal d'années derrière moi qui me permettaient d'avoir une certaine assise. Donc là, du coup, je pouvais me permettre de faire mes choix. Et là, j'ai fait mes choix. Cette idée de moulin m'est revenue parce qu'elle était restée depuis l'âge de 14 ans. Et je me suis dit, on devrait arriver à en vivre, quoi. Si on met la main à la pâte, on va en vivre. Bon, je vais juste raconter l'anecdote de la banque parce que on a quand même fait un financement. Et ma conseillère agricole me dit le financement sera accordé pour ma part. Maintenant, il dit, il faut quand même que je vous dise, quand je vais présenter le projet au directeur régional, il dit, je vais lui dire qu'on va financer un moulin à vent. Il dit, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il dit, c'est pas fréquent, quoi. Donc le monsieur arrive, le directeur régional, et puis il me dit, Monsieur Leroux, il dit, donnez-moi une seule et bonne raison pour qu'on finance un moulin à vent. À l'époque où on est. J'ai dit, vous voulez une seule et une bonne raison? J'en ai une. On était en 2008. J'ai dit, il se peut que le banquier un jour vienne manger dans le creux de la main du meunier. J'ai dit, c'est la seule et unique raison que je vous donnerai. Et ça a été accordé. Ça a été accordé. Et je me souviens que ma conseillère agricole, elle m'a dit, monsieur, je ne sais plus comment il s'appelait, il m'a reparlé de vous. Elle m'a dit quelque chose dans ce genre-là qu'il n'avait pas oublié pendant la crise financière. Et je pense souvent au meunier, c'est ça. Je pense souvent au meunier. C'était assez sympa. Pourquoi est-ce que je suis parti dans la bio? Parce que c'est sûrement l'agriculture qui est la plus autonome aujourd'hui. Je dirais qu'on se débrouille tout seul. Ça, c'est sensationnel. C'est-à-dire que quand on est venu me titiller avec des chardons, qu'on est venu me titiller avec des rumex, j'ai tourné ça à la boutade. Parce que je me suis dit, de toute façon, si j'essaye de me défendre de ça, ils vont toujours trouver des arguments pour m'enfoncer. Donc j'ai tourné ça à la boutade en leur disant, mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que les chardons, je les sème. Et les rumex, je les sème. Parce que si je n'en semais pas, vous auriez des doutes. Vous pourriez penser que je traite la nuit. Le temps que certains ne cherchent pas et vont acheter un produit pour les tuer, les chardons, nous on cherche des techniques culturelles qui vont arriver à s'en séparer. Et on arrive à trouver par une autre façon de travailler seul. Et ça, en plus, c'est excitant. C'est excitant de trouver des systèmes pour lutter contre des mauvaises herbes ou lutter contre des façons de faire qui ne fonctionnent pas. On finit par trouver le bon chemin, quoi. Et on apporte une certitude au client de notre produit. Et moi, j'ai voulu faire le circuit court parce que plus le circuit est court, plus en fait on maîtrise toutes les étapes. Et si tu dis à ton client, eh bien, je suis agriculteur, je fais mes semences, je sème, je récolte, je stocke, je transforme et je vous vends, il a un seul interlocuteur. Et si aujourd'hui, dans tous les domaines, le client avait un seul interlocuteur, il n'aurait aucun souci sur ce qu'il mange. Parce qu'il a affaire à une seule personne. Il peut aller lui poser les questions. Quand tu vas poser la question à une personne et qui dit oui mais c'est l'autre, et l'autre il dit oui mais c'est pas moi, c'est l'autre, et c'est encore l'autre, tout le monde doit avoir une petite part de responsabilité, sauf que personne ne se mouille, quoi. Là moi je me mouille totalement. Voilà. Tu vois un peu, là ça sonne, ouais. Ça veut dire que le moulin il n'a plus à manger. Donc il faut lui redonner à manger. C'est réussi. Ouais, je m'attendais à beaucoup moins. C'est un résultat exceptionnel. On a tellement d'appels au niveau du produit qu'on vend que j'aurais jamais pensé qu'on aurait pu avoir autant d'appels. J'aurais jamais pensé qu'on aurait refusé de nouveaux clients. Ça, j'aurais jamais pensé ça. Je pensais qu'on pouvait en vivre sûrement, mais de là à se dire qu'un jour on aurait dit non aux clients, c'est frustrant, quoi. Et ils t'appellent, tu leur dis non, je ne peux pas vous en mettre parce qu'on est déjà saturé.
Donc ça veut dire que il y a encore de la place pour plein d'autres moulins, quoi. Aujourd'hui, on aurait un deuxième moulin à côté de celui-ci, il tournerait également, quoi. Tellement on a refusé de clients. Donc c'est là qu'on a vu qu'on avait dépassé ce qu'on imaginait, quoi. Comme quoi un rêve, ça peut toujours arriver. Ça met des fois du temps, mais ça arrive. Ça arrive. Quand c'est dans les coins de la tête, bien rangé, là, c'est à sa place et ça attend. Moi, je dis souvent aux adultes, quand votre enfant dit « je rêve de ça », il ne faut jamais répondre au gamin « oui, mais c'est qu'un rêve », que du coup, c'est vachement péjoratif. Ce n'est qu'un rêve. Ben oui, comme pour dire « tu ne pourras jamais l'accomplir ». Alors qu'un gamin, vu ce qu'il a connu, vu son jeune âge, un rêve, c'est sûrement un point très fort chez le gamin. Et s'il a ça dans la tête, ça lui restera dans la tête. Mais si tu y mets, je dirais, une façade très péjorative, le gamin, il va très, très vite occulter son rêve. Alors que ce rêve peut l'emmener vachement loin, quoi. On peut réaliser ses rêves parce que il y a toujours des gens qui, à côté de vous, je dirais, ont également des rêves qui vont vous permettre de réaliser les vôtres. Je pense que c'est une chaîne sans fin, en fait. Parce que si tu es tout seul à rêver, que personne ne rêve à côté de toi, ça ne va pas marcher, quoi. Nous, on a pu réaliser notre rêve parce qu'il y a encore des fous qui font encore des charpentes mécaniques. Si on peut appeler ça des fous, parce que c'est entre parenthèses. Ces gens-là aussi ont rêvé du métier de charpentier à moulageur. D'autres rêvent de monter des cailloux les uns sur les autres. Être maçon de pierre et non pas de parpaing ou de béton. Donc comme quoi les rêves se cèdent les uns les autres, quoi. Donc il ne faut pas avoir peur de réaliser ses rêves, parce qu'il y a d'autres gens qui sont là pour nous aider. Je suis parti d'un rêve. Et quand tu regardes un moulin à vent, que tu regardes vers le ciel, ça te fait rêver. Ouais. Il y a énormément de gens qui passent au moulin, même des gens qui ne sont pas toujours en très bonne santé, en très bonne forme. Ils s'arrêtent, ils s'assoient, ils pensaient passer 5 minutes, et ils ont passé 2 heures assis devant le moulin. Donc quelque part, de toute façon, quand tu lèves les yeux au ciel, tu rêves. Tu rêves. Le rêve, il est là-haut. Il est toujours là-haut. On n'a jamais rêvé en regardant dans la terre, ou beaucoup moins en tous les cas. Et quand tu es devant un moulin, ça fait rêver un peu. Ça. Tu vois les nuages qui se baladent. C'est la vie, en fait. C'est très vivant. C'est très vivant, un moulin à vent. Et si j'avais un deuxième rêve, c'est de contaminer les autres, de contaminer d'autres agriculteurs. Il faut qu'on ait plein de moulins à vent qui retournent à nouveau en France. Ça serait extraordinaire.